Demain, mercredi, un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel Beltrame. Le militaire de 44 ans s'est substitué vendredi à une otage et a fait le don de sa vie pour protéger ses concitoyens. Un héros, son acte a été salué de toutes parts. Alors pour réfléchir sur le sens du don de sa vie pour un militaire, nous recevons le lieutenant-colonel Mickaël. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous servez dans l'armée de terre, plus particulièrement dans la Légion étrangère. Vous étudiez actuellement à l'école de guerre. Peut-être pour commencer, un mot sur l'acte du lieutenant-colonel Beltrame. Il avait votre grade, il est de votre génération. Comment est-ce que vous avez reçu cet acte ? Bien, en premier lieu, permettez-moi de saluer sa mémoire, la mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et aussi de m'associer à la douleur de sa famille, à la douleur des personnes qui lui étaient proches et qui aujourd'hui, je pense, sont durement affectées et durement éprouvées par sa disparition. Et de manière plus large aussi, vous l'avez souligné, c'est l'ensemble de la communauté militaire qui, elle aussi, est marquée par l'acte qu'on peut qualifier d'héroïque, l'acte de sacrifice qui a été fait par le lieutenant-colonel Beltrame dans les conditions que vous avez déjà précédemment décrites. Et cet acte, je pense aujourd'hui, cette mort, elle a un sens tout particulier. Je pense qu'il y a des morts qui portent un sens très large, un sens qui va au-delà de la communauté militaire. Et aujourd'hui, en effet, on voit, c'est en France que les gens s'associent à ce qui a été fait, au sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame, qui est allé jusqu'au bout de sa mission, et même d'autres autorités à l'extérieur de notre pays. Alors, vous parliez de la mémoire, on l'a vu dans ce journal, Monseigneur de Romanet, les homéliers militaires ravivaient la flamme du soldat inconnu bien sûr dans les têtes, le lieutenant-colonel Beltrame. Pour un militaire, que représente ce devoir de mémoire ? Le devoir de mémoire, il est central dans notre action, à la fois quotidiennement et plus particulièrement dans l'exercice des missions que nous allons devoir accomplir là, sur le territoire national. C'est le cas notamment des gendarmes, mais c'est aussi le cas des militaires de l'armée de terre dans le cadre de l'opération Sentinelle, mais aussi à l'extérieur. Et ce devoir de mémoire, il participe directement à ce que nous appelons la formation éthique, la formation humaine des militaires que nous faisons dès le plus jeune âge pour toutes les catégories de soldats, qu'ils soient militaires du rang, sous-officiers ou officiers. Très simplement, cette formation, en fait, c'est une formation à la fois technique, c'est une formation tactique et c'est une formation humaine. Les formations techniques et tactiques, c'est de manière à connaître ce que nous avons à faire, de manière en fait à pouvoir poser des actes justes en fonction des situations dans lesquelles nous allons être déployés. Et la formation humaine, elle donne cette profondeur et elle passe en effet par le devoir de mémoire, de s'inspirer de ce qui a été fait par nos anciens, qui ont été souvent exemplaires et qui nous inspirent encore aujourd'hui. Alors, vous avez également été un instructeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Comment aujourd'hui on forme un militaire sur cette notion de sacrifice ? Comment les militaires sont préparés à ce don ultime, finalement ? Oui. Voilà, le triptyque, c'est le même que celui que je vous donnais précédemment. Mais en fait, c'est important de voir que la formation technique et tactique, en fait, elle donne aux militaires cette assurance que les actes, les missions dans lesquelles il va être engagé, les actes qu'il aura à poser, il saura les poser avec beaucoup de professionnalisme, de manière en fait à pouvoir aller au-delà de l'incertitude, à pouvoir dissiper ce que nous appelons le brouillard de la guerre. Parce que les situations conflictuelles en opération, les situations conflictuelles comme celle qu'a vécue le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame demandent un fort entraînement, beaucoup de professionnalisme. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et la deuxième partie, c'est cette profondeur humaine, cette capacité aussi à pouvoir s'engager, à pouvoir aller jusqu'au bout, parce que notre métier est tout de même un métier spécifique. On parle de la spécificité du métier militaire, et c'est inscrit dans notre statut des militaires, le sacrifice suprême. Donc il faut être prêt à le donner. Et donc ça, cette formation humaine, pour aller jusqu'éventuellement à ce sacrifice suprême, dans l'opportunité la plus avancée, elle passe par une formation éthique très, très poussée, des cas concrets, des réflexions menées soit en groupe, soit avec les chefs, des lectures aussi, de la culture personnelle énormément. C'est une question que vous abordez régulièrement, avec laquelle vous échangez avec vos hommes, vous en parlez, ou alors c'est quelque chose d'assez personnel ? Les deux à la fois. Les deux à la fois dans la mesure où
la densité humaine des missions et aussi le pouvoir qui nous est donné, hein, parce que nous portons les armes de la France, soit ici sur le territoire national, soit à l'extérieur dans le cadre des opérations, sur d'autres à l'étranger, nous oblige aussi à intégrer cette dimension humaine, cette dimension éthique. Et donc ça va passer par de la formation, ça va passer par des réflexions. Quand vous êtes chef, pour ma part, donc j'étais chef militaire, comme vous le disiez, à la Légion étrangère, et on a ce devoir de donner du sens à la mission dans laquelle on emmène donc les hommes et les femmes que nous commandons, et ça passe par un dialogue, ça passe par des échanges. Et ensuite, après, comme vous le disiez aussi, dans son fort intérieur, chaque personne a ses ressorts personnels qui aussi l'animent et l'aident personnellement à intégrer toute cette dimension qui est particulièrement prégnante dans notre métier. On cite souvent en exemple la façon dont le religieux est abordé dans les armées. Est-ce que les aumôneries ont leur place justement pour parler de cette question du don de soi? Quelle place elles ont justement auprès de vous, auprès des militaires? Alors, je pense que la place des aumôniers, hein, les aumôniers qui sont représentés dans le culte catholique, protestant, israélite et musulman, elle est assez centrale parce que d'une certaine manière, vous avez la chaîne de commandement avec le chef, avec les personnes qui va commander, ses subordonnés. Et il y a déjà beaucoup d'humains, forcément, qui passent dans cette chaîne de commandement. Mais c'est aussi, on est très orienté vers la mission. Et parfois, lorsqu'il faut trouver une tierce personne pour aller converser, l'aumônier peut être assez régulièrement cette tierce personne qui a donné une oreille compatissante. Alors, que vous soyez en fait de telle ou telle confession ou pas, ou que vous soyez athée, et là, l'aumônier en fait recueille beaucoup des interrogations, parfois des états d'âme, des doutes, parce que quand vous partez longtemps, que vous laissez votre famille, vos amis, vos proches, des moments de solitude, alors que vous comblez quand même pour une large part au sein de votre unité, de votre section, de votre régiment, mais aussi pour laquelle le rôle de l'aumônier est très important. L'épouse du lieutenant-colonel Beltrame s'est confiée à nos confrères de la vie et elle dit, hein, je la cite, « C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. Pour lui, les deux sont liés, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. » Comment est-ce que vous recevez ce témoignage? Je comprends tout à fait et comme je vous le disais, en fait, chacun en son fort intérieur a des ressorts personnels. Ces ressorts personnels, ce qui l'anime, est forcément quelque chose de moteur dans son métier. Et à plus forte raison dans le métier qui est le nôtre, qui demande un investissement très, très important, jusqu'au sacrifice ultime, pour reprendre cette expression. Et dans le cas du lieutenant-colonel Beltrame, sa foi était, à n'en pas douter, un des moteurs essentiels. On parle souvent de notre société comme une société individualiste. Pour un militaire aujourd'hui, c'est quoi la patrie? C'est quoi le drapeau? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi on va mourir pour sa patrie, pour son drapeau? Oui, cette question, elle est très forte. C'est la question du sens. Et en fait, pour donner du sens, il faut aussi parfois s'appuyer sur des symboles. Et ces symboles, ce sont les symboles nationaux, en l'occurrence dont vous parlez, le drapeau, l'hymne national. Nous l'intégrons dans le parcours du jeune militaire. C'est-à-dire que lorsqu'il va rentrer à l'armée, il va y avoir une présentation au drapeau, il va y avoir en fait un certain nombre d'étapes qui vont lui faire prendre conscience qu'il a inscrit son destin dans un dessin qui est plus grand, qui est le dessin national. Et à ce titre, en fait, les symboles sont très importants. Ils jalonnent la vie du militaire dans ses jeunes années et ensuite tout au long de sa carrière. Alors, une dernière question. Demain, il y a donc l'hommage national qui sera rendu au lieutenant-colonel Beltrame. Qu'est-ce que vous attendez de vos concitoyens? Je le disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y a des morts qui résonnent et qui ont un sens tout particulier. Et je pense qu'en France, rares sont les personnes qui n'ont pas été réellement émues par la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Et cette émotion, je pense, c'est une émotion de long terme, parce que c'est une émotion profonde, et que chacun, à sa manière, témoignera d'un instant de recueillement, alors soit sur le parcours du cortège, mais tout le monde n'y sera pas, soit en son domicile, soit plus tard dans la journée, parce que cette mort, ce sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame nous interpelle tous.